Michel Cadet, bonjour Michel Cadet, pour ceux qui auraient vraiment raté l'archipel contre-attaque, c'est un personnage récurrent, c'est le président de l'Institut Jean Vigo, l'Institut de cinéma, puisqu'il faut vraiment préciser les choses. Et toi Michel, voilà, Cinémathèque de Perpignan. Alors, toi Michel, c'est les 200 ans de la Révolution russe, en bon vieux bolchevique, t'allais pas laisser passer ça, et donc la Cinémathèque Jean Vigo rend hommage à la Révolution russe. C'est juste les 100 ans de la Révolution russe, et comme tout le monde lui rend hommage, ça aurait été dommage de ne pas lui rendre aussi. Enfin, hommage, je ne dirais pas ça, je dirais qu'on la commémore parce que, outre que ça a été un instant politique important dans l'histoire contemporaine, les jours qui ont ébranlé le monde, comme disait l'autre, mais finalement, ils n'ont pas ébranlé très longtemps. Pour que ceux que ça intéresse. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a eu, en 1927, donc 10 ans après la révolution d'octobre 17, une commémoration qui a été portée largement par le cinéma et dans le cinéma. Alors, c'est un moment un peu particulier, puisque c'est le moment où Staline n'est pas encore au pouvoir, mais il est en train de le prendre. Et donc c'est un moment où la Russie est encore c'est pas démocratique, faut pas dire de conneries non plus, mais où il y a une tentative de démocratie populaire. Et par exemple... Et de nouvelle économie en même temps. Oui, il y a aussi des manifestations dans la rue, au moment de... Et des manifestations dans la rue de centaines de milliers de personnes à Londres, à Moscou oui. Ou à Saint-Pétersbourg. Tu vas perdre la crédibilité. Oui, tu en perds. Même si la plupart des gens ne savent pas. Qui sont des manifestations plus ou moins influencées par Trotsky. Ouais. Et ça montre que tout n'est pas encore arrêté. Et ce qui est important, c'est de voir qu'on va prendre les grands cinéastes, on va demander aux grands cinéastes de l'époque de faire des films commémoratifs. Et on va en passer 3. On va passer Octobre, qui est le plus célèbre et qui vient d'être... remasterisé, qui est donc dans une nouvelle, pas une nouvelle version, mais dans une version la plus propre possible, de Sergei Eisenstein. Moscou en octobre de Boris Barnett, qui est un film incomplet parce qu'on a perdu des bobines, pas nous, mais l'histoire. Et puis la fin de Saint-Pétersbourg de Pudovkin. Alors c'est intéressant parce que octobre, pour Eisenstein, c'est le peuple. C'est des grands mouvements de foule, c'est des images magnifiques, avec beaucoup de symbolisme, avec aussi ce jeu qu'il aime faire, de passer d'une image à une autre pour leur donner du sens. Hein. C'est-à-dire, deux images n'ont pas automatiquement un sens chacune, mais toutes les deux, elles acquièrent un sens nouveau. Par exemple, les images du cheval qui tombe sur des ponts de la Neva, les ponts, c'était des ponts qui s'ouvraient, et il y a un pont qui s'ouvre et il y a un cheval qui tombe dans l'eau. C'est l'image du peuple qui vient d'être fusillé à ce moment-là. C'est un moment de répression. Et en même temps, juste après, eh bien, on a une image de Sphinx. Et on dirait que ça veut dire, ça veut dire que pour Eisenstein, le pouvoir qui tire sur le peuple, c'est le même pouvoir que celui qui pourrait exister, qui avait pu exister en Égypte, c'est-à-dire un condensé de dictature, dictature est un mauvais terme pour l'Égypte, mais un condensé Ah, mon Dieu. De monarchie, condensé. Oui, mi-dieu, mi-homme, mi-bête, mi-cheval, mi-figue, mi-raisin, quoi. Non, mais rien de ce qui s'approche d'une démocratie, quelque chose d'une théocratie effrayante, finalement. Ouais. Et donc, c'est le peuple qui est mis en scène. Et puis, quelques hommes politiques très importants. On voit Lénine, on voit Staline, etc. Mais joués par des acteurs, d'ailleurs. Mmh. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est fort, c'est les mouvements de foule, c'est les mouvements de rue, c'est les objets aussi. Et il n'y a pas de fixation sur une personne, c'est tout à fait le contraire.
de ce que fait dans la fin de Saint-Pétersbourg Poudovkine, qui prend un héros et qui le suit dans la Révolution. Hein, donc on a là deux partis pris différents, on peut en préférer l'un ou l'autre. Et puis il y a Moscou en octobre, alors c'est déjà pas mal, que ça se passe à Moscou et pas à Saint-Pétersbourg. Ouais. Et puis c'est quelque chose qui est, je dirais, peut-être plus dynamique, ce récit de la Révolution d'octobre, sauf que effectivement on n'en a que des fragments. Mais on verra ainsi peut-être les trois façons de parler de la Révolution qu'ont eu les grands cinéastes russes de l'époque. Et ça, je crois, c'est intéressant. Alors savoir ensuite ce qu'est la Révolution d'octobre. Est-ce qu'il y aura un laïus? Parce que pour ce qui est évident, parce qu'on l'a appris à l'école et que ça devrait être quelque chose de bâché, maintenant, dans l'esprit des gens, c'est quoi la Révolution russe? Ça, j'en sais rien, parce que je ne suis pas dans l'esprit des gens. Ah oui. N'étant pas Dieu encore. Voilà, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu représentais ces films-là à une certaine époque. Ah mais ça, tout le monde savait de quoi ça parlait. Voilà. Maintenant, on ne sait pas trop. Voilà. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est d'abord de dire que ces films, c'est des films de 1927. En fait 28 pour le film pour le film d'Eisenstein, qui a mis très longtemps à le faire. Donc il y avait toujours la Révolution d'octobre. Comme tout le monde le sait, en novembre, voilà. Évidemment, on a fait des fêtes pendant toute l'année 28, donc il est en fait sorti en 28. Mais voilà, c'est pas ça ce que tu demandais. Oui. Ce que tu demandais, c'était... C'est la représentation mentale des gens. Alors, qu'est-ce qu'il en reste alors, voilà. Une représentation, de temps qu'ils ont perdu, si je puis dire. Enfin, ils ont perdu puisque sur le terme, nous, le court terme. Le monde libre a gagné, Michel. C'est pas ce que pensent les Russes aujourd'hui. Hein. Je suis certain que Poutine est un fils de la Révolution d'octobre, avec des capitalistes, mais bon, oui, voilà. Au fond, la NEP auquel tu fais allusion tout à l'heure, voilà, 24, ça montre qu'il y avait déjà une tendance dans la Révolution. NEP, nouvelle économie politique. Qui était une certaine liberté donnée aux un début de keynésianisme, si j'ose dire. On peut dire ça. Donc, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste une révolution. Une grande révolution. Alors, révolution maudite pour les uns, ça fait perdre du temps à la Russie, tu parles, ça fait perdre du temps au monde. Ouais. 80 ans, donc ça durait. Oui, pour ça durait 80 ans. Bon, en même temps, pour les Russes, ça reste un grand moment. Un moment où ils sont débarrassés des tsars. Et même s'il y a un retour sur le tsar aujourd'hui, on en a fait un saint, l'Église orthodoxe l'a sanctifié. Nicolas II, oui. Mais on le mélange avec la Révolution d'octobre, ce qui fait évidemment du gloubi-glouba, mais bon. Enfin, ça donnait un très bon corte maltaise aussi. Prenons les Français. Voilà. Il y a la France de gauche et de l'extrême gauche. Ouais. Je pense que ça a été un moment qui a mal tourné, mais qui au moment où il a lieu est indépassable. Et puis, il y a ceux qui pensent que ça a été une erreur. Bon, alors, c'est idiot de penser qu'un moment historique a été une erreur. Un moment historique s'est passé. Il a été, voilà. Il n'y a pas d'erreur. Penser que ça a été un moment qui a bouleversé le monde, c'est sûr. Ça a donné aux ouvriers, aux travailleurs de tous les pays l'idée qu'on pouvait se libérer du fonctionnement de l'économie capitaliste. Ils ont eu tort, d'abord parce que pour certains, le stalinisme a été un capitalisme d'État. On ne va pas rentrer dans les détails qui sont très longs et très compliqués, mais on va dire que c'est un moment de libération. Et pour d'autres, c'est un moment, c'est quand même une belle révolution, c'est quand même une révolution physiquement intéressante à représenter. Alors, ensuite, il y a d'autres problèmes. J'ai un de mes collègues qui m'a dit « Ah, j'espère que quand tu présenteras ce film, tu diras que c'était un coup d'État. » C'est à la fois vrai et ridicule. C'est vrai parce que c'est pas le peuple qui a renversé c'était très peu. Kerensky, c'est les troupes passées aux bolcheviks. C'est un pronunciamento militaire. Mais attention, c'est pas un coup d'État. Le coup d'État, il a eu lieu avant. Oui, oui. Le coup d'État, c'est quand on a renversé le tsar. Ensuite, c'est un golpe, un golpe. Mais par contre... Relire à ce passage Malaparte qui consacre un chapitre dans Technique du coup d'État, d'ailleurs. Oui. Bon, alors le coup d'État, il a lieu après. Rosa Luxembourg l'a très bien dit,
que les soviets prennent le pouvoir pour balancer un gouvernement bourgeois qui voulait continuer la guerre, j'emploie des termes d'époque, elle le comprend très bien. Oui, parce qu'on exécuterait Macron avec un langage comme ça. Par contre, ce qu'elle ne comprend pas, je rappelle qu'on n'a pas exécuté Kerensky. Il est parti. T'as l'air de regretter. Non, non. Parce qu'il était charmant aussi, Kerensky, il était tout beau, tout propre. Oui, mais c'est peut-être... comme je ne suis pas grand, remarque... Moi non plus, voilà. Il y a eu un coup d'État après. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait eu des élections. Ils ont continué à avoir lieu. Élection à une Assemblée nationale constituante, ça me rappelle quelqu'un. Et quand cette Assemblée nationale constituante s'est réunie, eh bien, elle s'est réunie 2 jours et les bolcheviks, donc ceux qui venaient de prendre le pouvoir, l'ont fermée. Et ils ont dissous l'Assemblée constituante et ils ont installé un système de soviets, c'est-à-dire de conseils ouvriers, conseils paysans, qui était en fait un truc ça avait l'air très démocratique comme ça, mais ça n'était pas du tout. Comme la constitution de l'Union soviétique. Et Rosa Luxembourg a vraiment dit, c'est fini du socialisme à partir de là, parce que le socialisme, ça ne se sépare pas de la démocratie. D'une certaine façon, Rosa Luxembourg, étant une marxiste pure et dure, était assez proche de Jean Jaurès. Voilà, alors ça peut aussi nous faire réfléchir sur hier, sur aujourd'hui, et puis sur demain. Mais dans une période qui est très différente. Rappelons que les Russes ont eu des millions de morts pendant la guerre. La première, contre les Allemands, la première, ils en auront encore plus pendant la deuxième, et qu'à ce moment-là, l'État est totalement déstabilisé, et au fond, ceux qui prennent la place qui est vacante, ce sont les plus audacieux, les bolcheviks, Lénine, c'est peut-être pas ceux qui ont réfléchi le plus. Oui, puisque ceux qui réfléchissaient, on les a liquidés à Kronstadt. Je pense pas que ça aurait pas été mieux. Je n'aime pas les anarchistes, c'est pour ça. Non, je ne pense pas que les anarchistes ont de projet. Ils ont un projet tellement d'avenir qu'il n'a pas d'immédiat, et ça, c'est la seule faiblesse des anarchistes. Donc le projet global est sans doute le plus utopique, le plus démocratique, mais comme ils n'ont pas de moment intermédiaire, ça n'arrive jamais. Bon, on va bâtir ça de suite après l'interview. Alors, on répète, c'est mardi soir, donc demain. À partir de quelle heure? 17h30. 17h30. Excuse-moi, non. Oula. 19h30. 19h30, on répète 19h30. 19h30. Et jeudi? Alors, jeudi, à partir. Le premier film est à 19h30. Oui. Moscou en octobre. Et le deuxième film est à 20h15. Il y a 2 films avec un petit entracte. Alors, question, ça coûte de l'argent? À qui? Ceux qui viennent voir, parce que oui, on est communiste, mais bon, faut pas déconner, quoi. Non, on n'est pas communiste, on est une cinémathèque, on offre des spectacles. Voilà. Les spectacles sont payants, tu ne demandes pas quand tu vas au théâtre si c'est pas payant, donc voilà, c'est raisonnable. Non, mais moi je ne paye jamais, j'ai des passe-partout. Mais donc c'est le prix d'entrée? Le prix d'entrée, c'est 5 €. Ça va. C'est le prix d'un APL supprimé. Donc. Est-ce que sinon, il y a des abonnés aussi? Oui, il y a des abonnements, donc on peut voir beaucoup plus de films. Donc le prix est encore réduit, et puis pour les étudiants, c'est encore réduit à condition qu'ils prennent leur passe culture à l'université. Donc voilà, et puis c'est une très belle salle, jauge 100 personnes. 101. À l'Arsenal, donc à côté de la Casa Musicale. Il serait bien qu'à l'avenir on dise que la Casa Musicale est à côté de l'Institut Jean-Vigo. Voilà, oui, en fait c'est une question de communication, tu as raison. Merci Michel, et à demain soir.